Bonsoir à tous, bel bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode Secret de femmes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Une nouvelle thématique, deux nouvelles queens. Vous le savez, Secret de femmes, c'est l'opportunité, l'occasion de mettre en avant et de découvrir des parcours de femmes, des parcours inspirants, des parcours atypiques et des parcours singuliers. Elles se font toujours un plaisir d'être avec nous et de partager avec vous, puisque vous nous suivez sur vos écrans de télé et également sur la chaîne officielle Facebook de Canadis. Merci pour ça. Donc, ils partagent avec vous également leur histoire, leur parcours, leur vie, leurs secrets d'épanouissement, leurs secrets de réussite. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial puisque nous allons parler d'un sujet un petit peu tabou, j'ai envie de dire, dans nos sociétés, et pourtant tabou, mais déjà beaucoup de messages sur les réseaux qui me disaient, allez, on a hâte de découvrir cette thématique et ces queens. Alors, je suis déjà très heureuse qu'elles aient accepté notre invitation. Je le disais, un sujet assez tabou dans notre société. Nous allons parler des femmes et nous allons parler des femmes et du cannabis. Les femmes en tant que consommatrices de cette plante, mais également impliquées, engagées dans le milieu, dans l'industrie cannabique. Il faut savoir que la légalisation du cannabis est différente. Nous sommes à différents États dans différents pays, mais n'empêche que voilà, de plus en plus de personnes s'intéressent à cette plante, de plus en plus de personnes osent en parler, de plus en plus de personnes prennent part à cette industrie qui est croissante. Et nous avions envie de mettre à l'honneur des femmes qui aujourd'hui ont décidé de libérer la parole et tout simplement de parler de leur point de vue en tant que femme, en tant que consommatrice et surtout en tant que femme engagée dans cette industrie. Bonsoir mesdames, merci d'être avec nous. Nous avons Christelle Delin-Garnier, militante, activiste, militante associative comme on dit. Bonsoir Christelle, merci d'être avec nous. Merci, merci à toi de m'avoir invitée et de me donner l'opportunité de parler de ça. Je sais que c'est une cause pour toi qui est très importante. Ou son monde comme moi, ou aimer ça, libérer la parole, mettre des mots sur des mots, parler des choses forcément qui ne sont pas bien vues ou méconnues. On va dire méconnues, c'est mieux. Méconnues dans la société. En tout cas, tu as 33 ans, tu es maman, tu es entrepreneur, tu le dis ouvertement, consommatrice de cannabis, mais surtout et pas que engagée dans le militantisme cannabique depuis déjà près de 3 ans. Tu es une passionnée, tu es une amoureuse de la plante et tu as cette mission, cette vocation en tout cas à communiquer, à accroître la connaissance, à faire connaître tout simplement cette plante et ses différentes facettes. Alors merci encore une fois d'être avec nous et nous avons hâte de découvrir ce parcours. Aujourd'hui à tes côtés, Julie Manlius, Julie qui a 35 ans. Hello Julie, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Et toi-même? Ça va bien. Super contente de participer à cet événement avec toi et avec Christelle. Et puis, j'ai hâte de parler de cannabis. J'espère. Tu es là pour ça? Hein? Exactement. Donc voilà, on disait, tu as 35 ans, tu es fondatrice de l'organisation Connect French West Indies, tu as vécu 10 ans en hexagonal, tu as également vécu à l'étranger, London, Toronto, tu reviens donc avec une très belle expérience puisque tu as travaillé dans ce milieu, le milieu de l'industrie cannabique, surtout en Amérique du Nord, et toi aussi, tu as cette vocation à faire connaître cette industrie, à développer surtout, oui, tout simplement, l'industrie même en Guadeloupe, puisque tu es rentrée en Guadeloupe et tu as envie de mettre à disposition de la population tes connaissances, tes compétences dans ce domaine. Et tu es également consommatrice. Merci encore, Julie, d'être avec nous. De rien. Alors, on va commencer avec vous. Donc, Christelle. Oui. Ma première question, est-ce que tu es consciente que là, nous sommes en train de parler d'un sujet tabou, Christelle? On est en train de parler de la plante cannabis qui a multinoms, on l'appelle ganja, bœuf, enfin, voilà, qui est également une plante médicinale, on le dit trop peu, mais c'est une plante médicinale qui est peut-être controversée, qui reste méconnue et voilà, comme je le disais, sujet tabou. Christelle? Oui, concrètement, on est vraiment dans un sujet tabou et on est surtout dans un sujet tabou parce qu'on a une loi qui nous empêche d'en parler.
aussi. Donc, c'est pas juste un tabou qui est lié à une mauvaise perception, mais c'est aussi un tabou parce que dans les médias, normalement, on n'a pas vraiment le droit d'en parler, en tout cas pas sous un jour favorable. On a le droit que d'en dire. Jusque-là, on avait le droit que d'en dire. C'est de la drogue, c'est mauvais, faut pas fumer, faut pas consommer. Voilà, on va finir en prison. Ça détruit le cerveau, ça détruit les familles, etc., etc. Donc c'est pour ça aussi, en plus de l'aspect cannabis, hédonisme, il y a aussi cet aspect, en fait, vraiment bouche close qui nous a été imposé par la loi française. D'accord, très bien. OK. Julie, est-ce que tu es d'accord avec ça? Selon toi, c'est un tabou qui est lié à une législation rigide. On le rappelle, hein, il y a des États qui ont légalisé, il y a des États qui ont dépénalisé, c'est différent. La loi française est un petit peu en retard par rapport à ça. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on est sur un tabou lié à des croyances et des pensées limitantes de la société, ou est-ce que purement on est sur de la législation? Tout à fait. Donc, je suis vraiment d'accord avec ce que Christelle a dit. Et pour pousser un petit peu plus loin, en fait, on voit que le tabou est vraiment, on s'est fait endoctriner en fait par rapport au cannabis, puisque le cannabis a été une plante qui a été utilisée pendant des milliers d'années. On a retrouvé des traces de cannabis en Asie, même plus de milliers d'années. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé et la France a continué dans cette lancée en justement stigmatisant, en disant que c'est une drogue, etc. Mais si on remonte dans l'histoire, on voit que c'est vraiment les gouvernements, donc le gouvernement américain, le gouvernement de certains pays qui ont implanté une propagande qui est strictement économique et raciste. Et on a encore des préjugés face au cannabis qui ne sont plus d'actualité, puisque maintenant on a des études universitaires, des tests cliniques qui prouvent tout ce dont on savait depuis beaucoup d'années. Mais effectivement, voilà, l'État français pousse la prohibition un petit peu plus loin en même stigmatisant les consommateurs et avec une répression. C'est-à-dire que maintenant, même si on veut être consommateur, on peut recevoir des amendes juste pour consommer, alors que la consommation est propre à chaque personne, en fait. Très bien. Donc, vous êtes toutes les deux d'accord. Nous sommes sur une pente glissante. Nous parlons d'un sujet tabou. Pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, Christelle, est-ce que tu peux te présenter, surtout présenter un petit peu ton parcours, hein? Oui. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne cette légitimité d'être là, tout simplement? D'accord. Alors, la légitimité en soi, j'ai envie de dire que c'est toi finalement qui me la donne, et c'est les gens en fait qui m'entourent qui me la donnent. À la base, je suis militante en fait, c'est-à-dire que je suis adhérente d'une association qui s'appelle Normal France et qui milite en fait pour la régulation du marché du cannabis, et donc du coup pour la libéralisation de la plante, et pour moi la réhabilitation de son aspect plante médicinale également. C'est une question aussi de liberté individuelle, et c'est tout ce qui m'a attirée par là. Donc moi, effectivement, donc je suis consommatrice, mais j'ai voulu aller plus loin parce que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce que je consommais. Et quand j'ai découvert petit à petit, en lisant ou en discutant avec des personnes de l'association ou avec les fondateurs et les membres du bureau, j'ai vraiment compris qu'il y avait un enjeu qui était vraiment au-delà de ce qu'on nous avait laissé entendre jusque-là. Et je crois que je suis de nature un peu je peux pas laisser les choses comme ça en fait. Quand ça me convient pas et je sais pas, j'ai besoin de parler en fait. J'ai besoin d'ouvrir ma bouche pour le dire. Et donc c'est comme ça que petit à petit, je me suis de plus en plus intégrée à cette association. Et puis j'ai décidé de rejoindre ensuite le bureau exécutif de l'association pour aussi quelque part mettre un peu de ma patte dans les décisions et dans l'organisation. Voilà. Après, au fur et à mesure de ces choses-là, ça c'est vraiment mon idée, c'est vraiment élargi, c'est-à-dire que j'ai vraiment été au-delà du simple fait d'être adhérente de cette association et d'œuvrer pour l'association, puisque finalement, je me suis intéressée à d'autres personnes, comme ça que j'ai rencontré Julie, parce qu'en fait, rien finalement vis-à-vis de l'association ne m'amenait à aller vers elle. Et pourtant, en fait, comme je suis de toute façon passionnée par la plante et que je constate qu'il se passe aussi des choses en fait à l'outre-mer, parce qu'ici on a un petit peu, j'ai l'impression qu'on ignore.
Mais du coup, je me suis dit, mais en fait, ça va au-delà de ça. Et donc, quelque part, j'ai vraiment élargi mon champ d'action en allant plus loin que le simple fait d'œuvrer pour l'association, en sachant que c'est déjà énormément. Voilà, et surtout, ce qui m'a, donc du coup, le sujet d'aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était l'image de la femme qui consomme du cannabis. Parce que forcément que j'y ai été confrontée. J'ai été confrontée donc moi en tant que femme, mais aussi en tant que mère, en tant que fille de mes parents, enfin voilà. Et c'est tout ça en fait finalement que je me suis dit, mais je suis en train de défendre le cannabis, mais aussi je suis en train de me défendre moi en tant que femme sur le cannabis, plus en tant que mère sur le cannabis. Enfin, c'est voilà, c'est pour ça que ça dépasse beaucoup plus que ce que j'avais prévu au départ. Et je me suis laissée en fait absorber et je suis vraiment dans le tourbillon du truc et je me suis vraiment laissée embarquer dans ça et je ne trouve pas de fin. C'est-à-dire que je continue et plus je creuse en fait, plus j'y vais et plus je trouve ça passionnant. J'ai pas encore trouvé, il n'y a rien pour l'instant qui arrive à m'arrêter. C'est super ça, parce que effectivement, comme je le disais, ton parcours il est vraiment, il est intéressant parce que au-delà du simple fait de consommer, il y a vraiment un engagement derrière. Tu l'as dit, l'association NORML qui a pour mission d'informer, soutenir et réguler. Hein? Et puis tu en parles aussi avec passion parce que on sent que voilà, en tant que femme, comme tu l'as dit, en tant que mère, tu y vois des enjeux. Voilà, donc on va essayer de revenir justement sur ton histoire. J'ai envie de savoir si en tant que femme dans cette industrie, tu as pu percevoir une différence. Dis-donc, c'est un milieu qui est machiste. Julie, et toi, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui fait de toi cette fondatrice aujourd'hui de l'organisation Connect French West Indies? Ouais, moi après vraiment ma relation avec le cannabis a vraiment commencé quand je suis partie à Londres, donc en 2013. Donc moi j'ai été une consommatrice très tard. Ça arrive et je trouve que c'est bien aussi justement d'avoir des consommateurs proches de la trentaine qui seront des consommateurs différents. Donc on ne va pas fumer juste pour quand on est jeune, on se cherche, etc. Là on est bien dans sa tête, on sait déjà où on va à peu près et la consommation devient différente. Et ce qui m'a, comme pour Christelle en fait, c'est moi j'aime bien savoir ce que je consomme, mais aussi je veux savoir pourquoi justement ça a tel effet sur moi. Pourquoi avant je me sentais de telle façon, je m'empêchais ou je sais pas, ma nature faisait que j'étais pas trop sociable, etc. Et que quand j'ai commencé à consommer justement, j'ai eu beaucoup plus de facilité à sortir, à rencontrer des gens, etc. Et de là, moi, c'est ça qui m'a intéressée. C'est de savoir, OK, on nous a appris que le cannabis, c'est une drogue, que c'est les paros qui consomment ça, etc. Mais pourquoi moi, je me sens différente, mais dans le positif. Donc, à partir de là, j'ai entamé une mission, pareil comme pour Christelle, mission pour me dire, OK, je vais essayer d'avoir plus d'informations. Et le fait d'avoir déménagé à Toronto, et le fait d'avoir accès au cannabis librement, surtout pour les personnes majeures, hein. Donc aller dans un dispensaire, montrer sa pièce d'identité, remplir un formulaire et avoir une carte de membre pour le dispensaire en question et avoir accès à toutes les variétés, j'ai fait un travail de OK, telle variété a tel nom, je fais des recherches. C'est un croisement entre telle variété et telle variété. Tu as carrément commencé à faire un journaling et à marquer les variétés et aussi les effets. Ça passe aussi par une certaine conscientisation, hein, clairement. Exactement. C'est vraiment ça, c'est être conscient en fait de ce qu'on consomme parce qu'au final, si on consomme quelque chose, c'est que ça rentre en nous. Et en fait, le changement, peu importe l'effet que cette plante va créer, va justement faire que quelque chose sera différent. Donc, comme tu as dit, j'ai tenu un carnet, sauf que je l'ai fait sur Instagram. On est dans une ère où on a des plateformes qui sont disponibles, etc. Donc, je prenais des photos de la variété, je parlais de son croisement, des effets, des odeurs, du goût. Et ça, c'était ma propre expérience. Et en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai continué à faire. Et je suis arrivée là maintenant, où je suis en Guadeloupe, où j'ai construit Connect French West Indies pour donner une plateforme aux professionnels qui souhaitent rentrer dans cette industrie. Mais je vais continuer à faire des reviews. Donc,
Je vais tester des produits à base de CBD légal, bien sûr, tout ce qui est légal, mais je vais faire la même chose en donnant mon avis, en donnant les informations qu'il faut voir et qu'il faut rechercher et essayer de comprendre en fait comment, parce qu'en fait on nous a jamais appris ça. On nous a jamais appris que voilà, quand on consomme du cannabis, on aura tel effet, tel effet, tel effet. Ça peut durer tant de temps. La quantité aura un effet spécifique. La qualité aura un effet spécifique. Et je pense qu'une rééducation de même les consommateurs de 20 ans est vraiment nécessaire parce que justement la prohibition a fait qu'aucune information était disponible. Donc maintenant, on peut avoir toutes ces informations et je pense que c'est bien de les utiliser. Vous voyez, en le disant au début d'émission, c'est un sujet qui est tellement large. Hein? Voilà, si on va dans chaque angle, on peut approfondir. On va d'abord parler de votre point de vue en tant que consommatrice, avant de passer du côté, de prendre la casquette des militantes que vous êtes. À quel moment on se dit je consomme, je suis en accord avec ça et j'en parle? Vas-y, Christelle. Alors, à quel moment on se dit je consomme et j'en parle? Mais pour ma part, c'est-à-dire que je consommais, je n'en parlais pas. J'ai commencé à en parler quand je me suis mise en accord avec ma consommation. Mais pour me mettre en accord avec ma consommation, en fait, c'est en découvrant Normal France, en fait. C'est-à-dire que j'ai du mal à séparer finalement les deux aspects parce que ils sont intimement liés. Si effectivement j'avais pas rejoint Normal France, si je m'étais pas autant intéressée à la plante, à ce qu'elle contient, à ses molécules, aussi à toutes les notions de réduction des risques et d'addictologie que j'ai pu connaître grâce à l'association, j'aurais eu un autre regard en fait. J'étais encore dans la honte, j'étais encore un peu dans la honte où en fait je me cachais en fait finalement. Et la connaissance t'a permis de déculpabiliser ta consommation et de pouvoir en parler en toute connaissance. Exactement. Une fois que j'ai compris que, alors déjà, c'est bizarre de dire ça, mais une fois que j'ai compris que finalement j'étais pas si dépendante que ça, que même si on m'avait fait croire que dès le premier spliff j'allais être dépendante et tout et que bon finalement moi je consommais et puis quand je me suis rendu compte que en fait le potentiel addictif du cannabis il est plus lié à la nicotine ou au rituel qu'on met autour etc. En fait je me suis dit ok en fait je vais décoller en fait donc j'enlève les rituels et tout puis en fait des fois je consomme sans nicotine et puis je vois ce que ça fait et donc finalement je me dis mais en fait, on m'a menti, je suis même pas dépendante. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, là, je peux t'assurer que quand tu... C'est super bizarre de dire ça, mais quand tu te rends compte que tu n'es pas dépendant, je peux t'assurer que tu peux en parler plus facilement parce que tu n'es pas en position de victime de ta consommation, mais plutôt en tant qu'actrice de ta consommation. C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu consommes, tu sais que tu peux arrêter, tu sais comment tu peux arrêter. Et donc, forcément, quand on va te dire quelque chose, tu as les arguments. Parce que, mais effectivement, il fallait déjà que je me réconcilie moi-même avec cette notion-là. Il fallait que j'ai mes connaissances et que moi-même je sois en mesure de me justifier à moi-même. Ça fait un peu, voilà, je me parle à moi-même, mais quelque part c'est ça. Une fois que j'ai compris moi-même pourquoi je consomme, comment je consomme et qu'est-ce que ça me fait, mais je peux en parler à n'importe qui maintenant. Julie, ouais. C'est totalement ça, en fait. Ta démarche a été la même pour en parler librement. On part, par exemple, on l'a dit au début de l'émission, en tant que femme, le regard peut être différent. Christelle a dit aussi par rapport à la famille. Julie, comment tu as, toi, franchi ce cap d'en parler, d'être ouverte à ce niveau-là et de le dire à tes proches? Moi, déjà, je pense que ça a été un petit peu plus facile parce que donc déjà, ma consommation, ma vraie consommation a été faite sur le tard. Et à l'étranger, on a une autre vision. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment ciblé sur la France. La France a toujours une vision du cannabis qui est très inférieure, très négative. Dans les pays anglophones, donc Londres, le Canada, les États-Unis, etc., la vision est tout autre. C'est-à-dire que le cannabis est rangé
est au même niveau que l'alcool. Donc, c'est quelque chose on sait que c'est une consommation, on sait qu'il y a des risques, on sait qu'il y a quelque chose, mais c'est quand même quelque chose qui est vu d'une façon, ok, c'est pour s'amuser un peu. Certains savent que voilà, c'est médical, etc. Donc, moi, pareil comme Christelle, par contre, j'ai commencé à fumer, etc. Mais j'étais beaucoup plus décomplexée quand j'ai commencé à m'éduquer. Quand j'ai commencé à comprendre exactement le rôle de cette plante-là, qui n'est ni modifiée, donc elle sort du sol, on la fait sécher et rien n'y est apporté, on ne fait aucune modification et elle est consommée telle. Je me suis mis en accord avec moi-même en me disant, ok, c'est assez naturel, beaucoup plus que l'alcool, beaucoup plus que même certains médicaments. Et voilà, le fait d'être à Toronto, si on est à côté de CEO, avocat, médecin, femme de 60 ans, femme de 20 ans, étudiante, qui consomment et qui sont sans complexe, pourquoi moi, qui n'ai pas tous ces diplômes, qui ne fais pas la même chose, pourquoi j'aurais un complexe par rapport à ça? Ça n'a aucun sens. Donc je pense qu'après, le fait de voir des personnes qui ont un statut, parce que je sais qu'en France, les gens aiment bien avoir des statuts, des titres. Si on a quelqu'un qui a créé plusieurs boîtes, qui a un statut de CEO, donc CEO PDG, et qui consomme du cannabis librement sur une terrasse de restaurant, pourquoi moi, je devrais me sentir mal et je devrais avoir honte de consommer? Donc mon approche, elle a vraiment été comme ça et ça a été beaucoup plus facile d'en parler, que ce soit à mes parents, à ma famille, à mes amis. Ça a été beaucoup plus facile. Pour mes parents, le fait que mon père ait une maladie, donc la maladie de Parkinson, je pouvais justement leur parler d'un point de vue médical. Mes amis qui aiment bien s'amuser, mais qui aiment bien aussi être bien avec eux-mêmes, je pouvais leur en parler d'une autre façon. Et voilà, je pense que comme Christelle a dit, l'éducation fait vraiment tout. C'est vrai, hein? L'éducation, point important. Et pendant que vous étiez en train de parler, j'étais en train de me dire aussi, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que, tu vois l'aspect que tu as dit, Julie, lorsqu'on a un certain statut, on a l'impression que ça autorise, en fait, que c'est mieux vu, entre guillemets. Je prends un exemple. On va voir sur les réseaux sociaux beaucoup de célébrités. On va rester même sur les femmes, hein, parce que ma prochaine question est liée à l'aspect des femmes. On voit des femmes, Rihanna par exemple, qui ne se cache pas dans certaines vidéos, dans certains de ses posts. Voilà. Et on a l'impression que c'est mieux vu, que c'est plus accepté. Voilà. Alors, est-ce que c'est la notoriété? Est-ce que c'est le statut, comme tu disais tout à l'heure là, CEO? Est-ce que tout d'un coup, lorsque on a réussi, donc tout d'un coup, c'est mieux vu, selon vous? Moi, je pense, mais je pense aussi que après, si on se dit, donc le cannabis, la connotation du cannabis, c'est l'échec, c'est la négativité, c'est le gouffre, c'est les lèvres noires, les yeux. Il y a plein de choses qui ont une connotation avec le cannabis. Donc, quand on voit certaines personnes qui consomment, mais justement, on ne voit pas ça, c'est-à-dire que si on les voit en face de nous, on ne dirait pas qu'ils ne ressemblent pas aux consommateurs lambda qu'on a en tête. Je pense que voilà, peut-être certains se disent « Ah, mais peut-être que c'est pas si grave que ça ou c'est pas si dangereux que certains disent, etc. » Moi, je pense qu'il y a une connotation qui est faite aussi par rapport à ça. Par rapport à ça. D'accord. Christelle, tu rejoins? Je rejoins totalement Julie là-dessus. C'est vraiment une question d'image. Parce que une fois qu'on dépasse en fait l'image du stoner, c'est le stoner, tu vois, celui qui dort à côté de la baffe en train de fumer, tu vois, ce genre de choses. Une fois que tu dépasses ça, quand tu as un certain statut déjà de toi-même, tu t'autorises plus facilement. J'ai lu une thèse là-dessus, c'était lourd, mais tu t'autorises de toute façon des conduites à peu près plus à risque en fait. Tandis que, et c'est plus accepté par la société, parce que comme dit Julie, tu as déjà atteint un statut, tu sais pas, tu es cadre sup ou avocat ou ceci ou cela, et puis tu consommes, mais en fait on voit qu'à côté tu as ta réussite. Donc tu n'as pas à te justifier. Exactement. Et les gens ne te demandent pas de te justifier puisque tu as déjà atteint un modèle de réussite sociale ou professionnelle.
Et c'est vrai que par contre, quand tu es chômeur… Finalement, c'est un peu de l'hypocrisie, alors, ce que vous me dites, les filles. Hein. Ça veut dire que lorsqu'on réussit, ben, on a le doigt, etc., comme on le voit avec leur spiff qui est, voilà. Mais lorsqu'on ne réussit pas, sous prétexte qu'on peut associer la consommation de cette plante à cet échec, qui parfois n'en est pas, hein, lié, voilà, c'est ça en gros, hein, c'est de l'hypocrisie. Oui, mais la question du cannabis, c'est de l'hypocrisie. Ouais. C'est ça le nom de ton émission d'aujourd'hui, ça aurait dû être hypocrisie et cannabis. Est-ce que c'est plus dur d'être une femme et d'affirmer que voilà, je suis consommatrice et je suis une femme? Est-ce que vous sentez que c'est encore… Ouais, mais oui, vraiment. Ben oui, parce que… Déjà, ne serait-ce si on se base, ne serait-ce que sur une question de féminisme en général, de toute façon, on excuse toujours moins aux femmes des actes que les hommes peuvent faire plus facilement. Donc, le cannabis, c'est juste la goutte de plus, quoi. Mais c'est de toute façon ça. Donc, avec tellement de fatalité, Christelle. Pardon? Tu dis ça avec beaucoup de fatalité, hein, c'est comme ça. Non, mais je veux pas. En fait, c'est pas forcément négatif quand je dis ça, mais ce que je veux dire, c'est que j'en suis plus là, quoi. J'en suis plus là parce que j'ai bien compris que de toute façon, on allait moins m'excuser et qu'il faut que je me justifie un peu plus que les hommes. Néanmoins, il y a aussi la question de la femme, celle qui porte la vie, donc du coup, celle qui est quelque part l'origine de l'avenir de l'humanité. Et donc, du coup, son corps doit forcément être pur. Donc, il y a aussi… Comme Marie. C'est ça, exactement. Donc, on est pur et on doit éviter d'avoir des conduites un peu à risque. Et donc, forcément, si on fume du cannabis, mais tu te rends pas compte et puis tu t'imagines pas l'exemple que tu donnes à ton enfant, bon sang de bois. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça. Donc, il y a vraiment quelque chose à dépasser par rapport à ça. Mais c'est pour ça, justement, qu'il faut absolument en parler. Après, l'idée, c'est pas non plus de faire du prosélytisme, tu vois, de dire allez-y, fumez. Mais je veux dire que celles qui consomment, faut pas qu'elles se sentent obligées de se cacher. Au contraire, en fait, quand elles ont… Enfin, pour moi, si tu vis normalement, si tu consommes, tu es mère, t'occupes de tes enfants correctement et tout, et que tu consommes à côté, il n'y a rien qui t'empêche de le montrer. Et ça va, non seulement ça va t'aider toi, mais ça aide aussi les autres. Et puis, quelque part, le cannabis, il y a des femmes, en fait, qui témoignent quand même de l'aide, en fait, du cannabis par rapport à leur quotidien. On parle souvent la mode, là, c'est de parler de la charge mentale. Il y a beaucoup de femmes qui utilisent le cannabis pour justement s'alléger un petit peu de cette charge mentale. Il y a des femmes qui consomment, pour ma part, par exemple, quand je consomme quand je travaille, et je sais que je suis plus concentrée, je sais que je suis plus à fond, je suis plus focus sur ce que je fais. Donc, et c'est pareil si je dois faire des choses avec mon fils, si je dois le faire un peu travailler, au lieu de partir dans l'énervement, je vais peut-être consommer un petit peu. L'idée, c'est pas forcément d'être défoncé ou autre, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir se servir des outils, en fait, des outils que l'on a. Bon, il y en a, c'est la méditation, il y en a, c'est le sport. Ben, moi, c'est le cannabis. Voilà. Hein. D'accord. Ok. Julie, on parle, je sais que toi aussi, hein, tu es pour la déstigmatisation, redonner cette belle image, hein, arrêter de se cacher, tu le disais. Ça peut être un plaisir comme un autre. Trop de préjugés sur les femmes, les mères qui fument. Est-ce que Julie, toi également, tu le ressens, ce combat complémentaire que les femmes ont? Le combat, oui, il y aura toujours une différence de perception, comme a dit Christelle, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le business ou en tant que consommateur, consommatrice même. C'est vrai qu'on se dit, OK, mais pourquoi… Après, on revient toujours à l'image du cannabis. On voit tellement ça comme quelque chose de négatif, comme si on n'avait rien à faire, alors qu'on peut, comme Christelle a dit, on peut être consommatrice et justement travailler dur, on peut être consommatrice et faire du sport, on peut être consommatrice
et voilà, aller marcher sur la plage, etc. Je le ressens un peu moins ici, et de toute façon, je me blinde mentalement depuis un bon moment pour bloquer vraiment certaines choses. Donc, de toute façon, on les ressent directement. L'énergie que certaines personnes peuvent te donner, par exemple, s'ils te voient fumer ou s'ils savent que tu es consommateur, etc. Ah, il y a beaucoup de gens, c'est même pas forcément des paroles, hein, c'est juste des regards, etc. Ah, moi, j'arrive à bloquer ça. Mentalement, j'arrive à bloquer ça directement. Bah, parce qu'après, sinon, c'est bizarre, hein, mais entre moi consommer du cannabis et quelqu'un qui va venir comme ça, je vais plus ressentir le négatif. Ce qui sera plus négatif, ce sera cette personne, ce sera ses pensées, parce que bien sûr, la personne ne connaît pas forcément ma vie, ne connaît pas le cannabis, mais elle vient avec ses a priori, avec les pensées. Donc le négatif est beaucoup plus là que dans la fleur de cannabis en elle-même. Donc j'apprends toujours, mais je me suis déjà assez blindée à vraiment bloquer la perception que les autres ont de moi ou d'autres femmes qui consomment, parce que je sais que ça vient beaucoup d'inéducation. Inéducation, ça se dit. J'oublie des fois les mots en français, désolée. Mais voilà, c'est vraiment ça. Ça existe aussi dans le monde du travail, mais voilà, il faut apprendre à passer outre et à vivre sa vie comme on le veut, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais je suis quand même étonnée que tu aies dit qu'en revenant en Guadeloupe, tu as senti un petit peu la pression différente. Oui, bien sûr. Bah, j'étais dans un pays où tout était légal, où je marchais, je consommais, etc. Ici, voilà. Après, moi, j'ai jamais aimé justement consommer autour des gens. Je sais que voilà, pour certains, moi, j'aime beaucoup l'odeur. J'ai pas de problème avec l'odeur. Certains n'aiment pas. Et ce que les gens savent pas aussi, c'est que je peux être devant eux, avoir pris un edible, donc à manger avec de l'huile de cannabis dedans. Ils verront pas le geste, moi en train de fumer, mais j'aurais déjà consommé. Donc après, c'est vraiment ça, c'est la perception. Les gens pensent cannabis, ils pensent joint, ils pensent shit, ils pensent, comme elle dit, le stoner, le pow, etc. Donc les gens ont une perception certaine. Ça peut être détourné. Donc moi, je sais que je vais pas fumer, sinon, mais j'aimerais bien, hein, sur la plage, en étant tranquille, posé, etc. Je sais que pour certains, ça peut poser un problème. Eh ben, je vais faire un petit edible en microdose. Donc en plus, les gens pensent que cannabis, ça rime avec explosion de la tête, on se pète la tête, 0,5 mg de cannabis en huile. C'est une dose, mais extrêmement infime. Ça me permet de me sentir bien, ça me permet de ne pas être stressé, de ne pas sentir de l'anxiété, etc. Et de fonctionner normalement, de faire les choses que j'ai à faire normalement. Mais moi, ça me permet juste de me sentir un petit peu mieux. Tout le monde a des jours avec, des jours sans. Les gens s'énervent beaucoup, ils ne savent pas pourquoi, c'est juste parce qu'ils ont un jour sans, etc. Moi, je sais que si j'ai un jour sans, mais que j'ai beaucoup de choses à faire, je vais prendre 0,5 mg d'huile de cannabis, et ça aura un même effet que quelqu'un qui va prendre un Xanax, quelqu'un qui va prendre un verre de rhum, sachant que le verre de rhum et le Xanax seront beaucoup plus néfastes que moi et ma dose de 0,5 mg. Donc après, moi, je suis en paix avec ce que je fais, donc j'ai pas trop de... C'est pour ça, même si je suis ici, j'ai pas trop de problème avec le jugement des gens. Le jugement des autres. Mais c'est aussi la connaissance, hein, qui permet ça. Quelle est la différence pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas? Je sais que voilà, hein, c'est pas tout le monde qui connaît les termes techniques. Très rapidement, la différence entre CBD, chanvre et cannabis. Alors, CBD, c'est une des molécules du cannabis. C'est un des phytocannabinoïdes du cannabis. Donc, il y a le THC à côté. Donc, il y a le CBD qui a certains effets, le THC qui en a d'autres. D'accord. Le THC, il est connu parce qu'il est psychoactif. Donc, c'est celui qui donne, c'est ce qu'on appelle un peu l'ivresse cannabique. Ouais. Voilà, le CBD n'a pas cette version-là. Par contre, il a d'autres intérêts thérapeutiques qui permettent en fait d'agir sur certains types de maladies, certains types de symptômes.
Après, ce qu'on appelle chanvre, c'est plutôt, alors, normalement, chanvre et cannabis. On dit que c'est le cousin, mais en même temps, on dit que c'est une plante cousine. Mais... Alors, chanvre et cannabis, en fait, à la base, c'est la même plante. Seulement, il y a un usage qui est différent. On parle plutôt de chanvre quand on est sur un usage industriel. Quand on parle d'agriculture, quand on parle de faire du tissu, de faire du BTP, etc. Parce que du coup, faut le dire, en fait, le cannabis, il n'y a pas que l'aspect consommation, il y a aussi tout cet aspect industriel, en fait, qu'on oublie et qui finalement est présent et qui existe déjà. Donc voilà, et donc du coup, on utilise plutôt le terme cannabis quand on parle plutôt de consommation, vraiment d'usage. Usage vraiment, ouais, consommation, donc fumer, vaporiser, ingérer, voilà, ou en application topique, ça dépend voilà, de ce qu'on recherche là-dedans, mais c'est à peu près ça. Et donc le CBD sur les épilepsies, on sait que ça fonctionne, on sait que ça fonctionne sur l'endométriose, voilà, ça fonctionne sur pas mal de choses. Donc le CBD peut être très efficace seul, mais il est toujours plus efficace quand il a un petit peu de THC avec ce qu'on appelle l'effet d'entourage. Mais là, je vais aller un petit peu trop loin. Et voilà. Et juste d'accord, non, mais c'est bien. Oui, vas-y, Julie, complète. On est là aussi pour parler de ça. Hein. Oui, Julie. Le chanvre et tout aussi, enfin, la distinction première du chanvre, c'est son taux de THC qui sera toujours en dessous de 0,2%. 0,2, je crois. Ouais, ok. Voilà, quand on parle de chanvre, on parle vraiment de plantes quasi sans THC, alors que le cannabis en aura. On aura. Ça me permet de rebondir sur ça. Je vous disais, c'est un sujet qui peut être vraiment très, très large et très intéressant. En tout cas, j'espère que les téléspectateurs prennent plaisir à découvrir avec nous. Julie, Canette French West Indies, on a dit, tu es retournée en Guadeloupe. J'ai découvert quelques lives que tu faisais donc sur Instagram où tu invitais des personnes lambda ou autres hein, qui avaient un pied ou pas dans l'industrie cannabique. Exemple, j'ai vu un chef guadeloupéen qui avait donc sur ton live fait une recette d'une barre protéinée, donc un sportif, puisque lui aussi il était sportif, il expliquait que le chanvre c'était une très bonne source de protéines à intégrer dans une alimentation pour des sportifs, par exemple. Tu as également reçu une chef aussi culinaire qui a montré comment faire un plat avec le chanvre. Donc, c'est ça aussi montrer la diversité que l'on peut avoir avec cette plante médicinale, Julie? Voilà, oui, c'est exactement ça. Quand on parle de remettre le cannabis et le chanvre dans leur contexte, parce que malheureusement, les deux ont été stigmatisés de la même façon. Bizarrement, les gens pensent chanvre, ils pensent défonce, enfin, même ça a été interdit de la même façon, alors que dans le chanvre n'est pas utilisé pour être, n'a aucune vertu psychoactive. Donc, le fait de montrer des gens lambda, consommateurs ou pas, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'industrie du cannabis qui ne consomment pas, ça permet de mettre un visage sur quelque chose qui a été interdit depuis des années. Donc, effectivement, on a eu un cultivateur de chanvre en France, on a eu un cultivateur de cannabis en Espagne, tous français. On a parlé avec un chef en Martinique qui est basé à Londres, qui fait de la gastronomie culinaire et qui rajoute du CBD, etc. Donc après, il faut voir, c'est extrêmement large. On n'a même pas parlé de tourisme, on n'a même pas parlé de BTP, d'industrie automobile, mais le chanvre et cannabis font partie de toutes ces industries et ça permet de booster l'économie, création d'emplois, etc. Mais le fait de montrer leur visage, le visage des gens et de parler de ces plantes permet aux gens d'avoir une autre perception et au final, c'est notre but. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'exemple que tu avais donné. Tu as fait une petite rubrique spéciale cannabis et sportif. Et tu as cité avec preuve à l'appui des sportifs qui consommaient la plante, cette plante médicinale pour différentes raisons, repos. Enfin bon, voilà, j'ai vraiment apprécié ça. Et voilà, donc j'invite tous les téléspectateurs à te suivre sur Instagram, Canette French West Indies. C'est ça, informer, communiquer aussi, éduquer sur la plante. Christelle, je sais que pour toi, l'éducation, tu le parlais, était très importante. Éduquer, on parlait des aspects positifs de la plante. Est-ce que éduquer aussi, c'est être ouvert, être sincère et parler également des effets négatifs? Parce qu'elle en a, cette plante. Absolument.
Absolument. Et surtout ne pas nier finalement les effets négatifs que peut avoir le cannabis, parce que c'est justement parce qu'on n'en parle pas de façon véridique qu'il y a tous ces biais d'information qui existent, qu'il y a toutes ces idées reçues, toutes ces erreurs que l'on peut faire. Donc effectivement, il faut absolument en parler. Il faut dire par exemple que le cannabis, on n'est pas obligé de le fumer, on peut le vaporiser. Julie a évoqué rapidement le microdosing, parce que en fait, ça aussi c'est super important, parce qu'on peut être consommateur de cannabis sans avoir tout le temps être sous l'effet de l'ivresse, cet effet de casque, etc. Donc je disais tout à l'heure que on enlève la nicotine, on essaye de vaporiser, on essaye de changer sa façon de consommer. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. Parce que si tout le monde en fait arrive à avoir cette conscience des bons modes de consommation qui sont meilleurs en fait pour notre corps et aussi finalement pour notre esprit, on pourra aussi en fait changer l'image du consommateur et on pourra aussi avancer sur le débat. L'éducation. Voilà, et vis-à-vis des enfants, c'est pareil. Justement, c'est ce que j'allais te dire. L'éducation au niveau des adultes, tu l'as dit, parce que même après 10 ans, 5 ans de consommation, si on consomme mal, voilà, il y a cette possibilité de se rééduquer. Mais tu parlais aussi de l'éducation avec les enfants. Alors, quel est ton point de vue par rapport à ça? Alors moi, mon point de vue, il est très clair en fait. Moi, mon fils est tout à fait conscient que je consomme du cannabis. Je lui en ai parlé. En fait, j'en ai parlé très vite parce que je voulais vraiment être assez libre là-dessus et assez ouverte sur la question, parce que le but à la fin, c'est que le jour où il sera confronté lui-même à la question de la consommation du cannabis, qu'il puisse être en mesure de juger de ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il sera en mesure de dire mais en fait je connais, ma mère m'en a parlé et tout, et en fait c'est pour les adultes, c'est comme l'alcool en fait. Les enfants on leur parle de l'alcool, on leur dit mais non, le champagne c'est pas pour toi, ou le rhum c'est pas pour toi, tu en boiras quand tu seras plus grand. Et ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas forcément de. Alors effectivement il y a des enfants qui vont voilà, chacun fait ses conneries, c'est normal et ça existe. Mais ce que je veux dire c'est que il faut pouvoir en parler de la même façon qu'on en parle des autres choses. Et puis il y a aussi un aspect que moi j'ai voulu aussi montrer à mon fils, c'est que en fait ce que je consomme est illégal, mais en fait je milite et je me bats pour que ça devienne légal. Et c'est aussi une façon de lui montrer qu'est-ce que c'est que d'être engagé dans une cause, qu'est-ce que c'est de défendre une cause quand on sait. Voilà, je pense que ça fait partie de l'éducation, ça va au-delà de la plante, mais ça rentre quand même dans ce que c'est que éduquer son enfant et de montrer en fait l'exemple à son enfant. Donc après, peut-être qu'il choisira pas de se battre pour le cannabis plus tard, parce que j'espère, avec la grâce de Dieu, que ce sera légalisé quand il sera majeur, mais peut-être qu'il se battra pour autre chose. Il trouvera qu'il y a des injustices, et puis il saura qu'il peut s'engager, qu'il peut aussi lever le poing quand il y a quelque chose qui ne lui convient pas. Exactement. Et les enfants de consommateurs de cannabis ne sont pas forcément consommateurs eux-mêmes de cannabis, comme des parents qui boivent de l'alcool avec des enfants qui boivent ou voilà, qui ne boivent pas. Voilà, c'est aussi ça, il faut le dire. Julie, tu es également pour l'éducation. Je sais que toi, tu as vraiment travaillé dans ces industries avec des producteurs. Tu le disais, tu as assisté à des expositions, des manifestations. Toi également, Christelle, puisque vous êtes tous les deux très impliqués. L'éducation, ça passe par un public adulte. Toi également, tu le vois avec un public plus jeune? Bien sûr, parce que c'est négatif. Oui, parce que après, voilà, il faut voir que donc l'argument premier de ceux qui sont contre le cannabis, c'est justement de parler de la jeunesse, de dire voilà, les jeunes et celui il a 14 ans, il a fait des psychoses, etc., etc. La seule chose qui a manqué justement à ce jeune, c'est de l'éducation. C'est de lui dire, ok, écoute, tu as 14 ans, ton cerveau n'est pas encore développé d'une certaine façon, tu ne sais pas ce que tu consommes, tu vas trop consommer, tu vas consommer une variété qui sera trop forte, ta tolérance face au THC est vraiment basse, donc si tu consommes quelque chose de trop fort, ça va agir et ça va créer des psychoses. Ça commence justement à un très jeune âge. Et le fait qu'on a des jeunes qui ont des psychoses ou qui deviennent schizophréniques, etc., parce que ça, c'est des grosses conversations, mais on oublie toujours de dire que, par exemple, le THC,
un côté positif, mais aussi un côté négatif pour ces personnes qui ont déjà en elles soit des antécédents, on le dit souvent. Exactement, c'est les antécédents. Le THC réveille donc ce qui crée les psychoses, le THC réveille ça. Donc voilà, si quelqu'un qui a 14 ans, mais qui a dans sa famille quelqu'un qui est bipolaire, quelqu'un qui est schizophrène, etc., s'il est éduqué sur le fait que dans le cannabis, avec du THC, parce que maintenant, il y a même des variétés plus fortes en CBD, en CBG, etc., parce que nous, on ne connaît vraiment rien, mais il y a beaucoup de choses qui se font, il saura que si je consomme quelque chose avec du THC, ça pourra me créer des psychoses et je pourrais être comme tati un tel, tonton un tel, etc. Donc, c'est vraiment l'éducation. C'est compliqué pour certaines personnes parce qu'ils pensent que ça va les forcer à consommer, mais au moins on leur donne l'information. Comme Christelle a dit pour l'alcool, au moins ils ont l'information. Au moins, l'information est là. Alors, malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission, mais je vais quand même terminer avec cette dernière question, puisque j'en avais deux autres, sans vous mentir. C'était l'avenir de l'industrie cannabique en Guadeloupe, parce que je sais que tu travailles sur ça, Julie. Et aussi, les petits conseils aussi, parce que je sais que sur mon Insta, il y avait beaucoup de mamans consommatrices qui demandaient les bouquins, mieux connaître cette plante, comment apprendre à mieux l'utiliser. Je sais que toi, Christelle, tu as une pépite d'or en termes de bouquins. Donc, très rapidement, mes queens, est-ce qu'on peut répondre à ces deux questions? Julie, l'industrie a-t-elle un avenir, l'industrie cannabique en Guadeloupe? Si oui, voilà. Et Christelle, des petites recommandations de bouquins parce qu'on aime ça. Lire également sur des sujets qui nous intéressent et je sais que les queens aiment ça. À toi, Julie, pendant que Christelle nous cherche ça, rapidement. Donc oui. Attends, répète-moi la question. Désolée. L'industrie cannabique à venir en Guadeloupe. Oui, de toute façon, qu'on le veuille ou non, l'industrie du cannabis touchera la Guadeloupe parce qu'elle est déjà dans la Caraïbe, etc. Donc, d'un point de vue économique, ça va être un booster d'économie, création d'emplois, tourisme industriel, donc BTP, isolation, béton, etc. Automobile parce qu'on fait des tableaux de bord avec le chanvre. Cannabis thérapeutique pour les alternatives pour les patients qui sont en impasse thérapeutique et qui veulent justement avoir une autre possibilité pour se soigner. Textile et voilà, il faut juste dire que cette industrie, c'est une industrie qui va arriver. Les poissons, ça se développe grave là, dans les autres pays. Là, il n'y a pas qu'à t'aider, quand il y a dit. Mieux vaut être préparé qu'attendre que ça se passe et après on va pleurer parce qu'on est en retard, etc. Mieux vaut s'éduquer dès maintenant. Mais oui, grand avenir pour l'industrie du cannabis et du chanvre en Guadeloupe, dans les Antilles et dans la Caraïbe. Super, merci Julie. On peut suivre Connect Fresh West Indies sur Insta. De très, très, très beaux lives avec cette thématique. Christelle, deux recommandations de livres, s'il te plaît, Christelle. Fais-nous ça. Alors, tu me prends un peu de cours, ma soeur. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est d'aller sur le site internet de l'association Normel France, qui est www.normel.fr, N-O-R-M-L.fr. Parce que déjà là, il y a tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, tout ce qu'on sait sur le cannabis, vous pouvez le trouver là. Ça, c'est la première chose. Et si on parle de livres, allez sur le même site, la boutique associative, il y a quasiment tous les livres que moi j'ai lus se retrouvent directement dessus. Voilà, ça c'est une chose. Là, comme ça, j'ai un livre qui me vient, donc le cannabis médical, c'est un livre qui a été écrit par Mishka, qui est une militante historique. Grosse leader dans cette industrie. Voilà, qui parle donc du cannabis médical et qui fait un bon panel de tout ce qu'il y a à savoir, y compris sur les phytocannabinoïdes, donc le CBD, le THC en l'occurrence, puisque c'est les deux molécules dont on parle le plus, alors qu'il y en a quasiment plus de 100. Donc ça, et puis un autre livre qui est Brimade des stupes de Johann Hari, qui parle là de l'addiction. Donc, c'est l'addiction en général, sur pas forcément uniquement le cannabis, mais ça peut être sur toutes sortes de substances, y compris le jeu et tout, mais vraiment la notion d'addiction, pour vraiment comprendre en fait que l'addiction, elle est liée au produit, mais elle est aussi liée à la personne, à l'environnement, au statut légal etc. Enfin, il y a vraiment, voilà. S'il y a deux choses que je peux dire, c'est Brimade des stupes, et puis aller sur le site internet de l'association Normel France, où vous avez une mine d'informations. N'hésitez pas. Voilà, et puis surtout, moi je suis toujours à dispo sur Instagram. S'il y a des questions, des choses, je réponds toujours. Voilà. Super, très bien. Un conseil pour les consommatrices femmes afro-caribéennes qui consomment, qui sont parfois mères, juste un conseil.
Elles vous écoutent là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Éduquez-vous le plus possible. Comme ça, vous serez moins enclin à peut-être avoir honte ou à ne pas savoir comment répondre à certains commentaires. L'éducation est la clé. Education is key. OK, Christelle? Je pense que je dis la même chose, mais surtout, j'insiste sur le n'ayez pas honte, assumez-vous. N'hésitez pas à en parler. Voilà. Merci, mes queens. Merci à vous. Merci à toi. Merci pour l'invitation, ma sœur. Je vous souhaite un bel avenir dans vos projets respectifs. Restez comme vous êtes. N'hésitez pas à venir nous faire un coucou à nouveau. C'était une très belle émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct télé et également en direct live Facebook. Désolée si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions. On se retrouve la semaine prochaine avec nos 2 rendez-vous hebdomadaires. Mardi, le clin d'œil événement, et vendredi, Secret de femme, avec d'autres parcours de femmes à découvrir. À très bientôt. Bon week-end, l'homme au pillage. Au revoir.